Bonjour à tous. Moi comme Antoine, en cinquième année de Lexia CESI, je vais vous faire une petite présentation du cloud, enfin du cloud, de façon générale au départ. Puis on va finir par une petite, pas vraiment une démonstration, de plus de comment ça marche, une gestion de charge sur un site web. On va commencer par le commencement, hein. Donc un petit sommaire, on va faire une petite introduction au cloud. Qu'est-ce que c'est, hein, parce que c'est un peu un mot fourre-tout depuis quand même quelques années maintenant. On va voir les différents modèles, l'histoire un peu du cloud, des chiffres et son évolution qui est prévue. Euh, Aussi, comme quoi c'est un outil qu'on utilise vraiment essentiellement, enfin tous les jours. Ses avantages et ses limites, et puis un exemple de montée en charge, ou de différentes charges d'un site web. Bon, on va commencer par le plus rébarbatif, hein, une bonne définition du National Institute of Standard and Technology, aux États-Unis. Je ne vais pas vraiment revenir dessus, je vais vous laisser la lire. Mais pour faire simple, en résumé, c'est pouvoir utiliser des ressources informatiques sans les posséder. Vraiment, c'est le plus simple. Il faut juste revenir les 5 caractéristiques essentielles, 3 modèles de service et 4 modèles de déploiement. Donc juste les 5 caractéristiques essentielles, c'est un accès universel via un réseau, le libre service à la demande, ensuite la mise en commun des ressources, le service mesurable et facturable, il faut quand même bien que ça soit rentable, et l'élasticité. Donc, un beau schéma comme on les aime. Les différents modèles de services du cloud. On va vraiment faire au plus simple. Vous en avez 4, vraiment. Ouais, vous avez l'enterprise IT, on va dire c'est on-premise. C'est vraiment votre matériel à vous qui est dans votre entreprise. Donc vous avez la main de A à Z du matériel jusqu'aux applications. Donc vous en êtes responsable. On pourrait faire une petite analogie avec du cloud privé interne, pour être précis. Ensuite, vous avez l'infrastructure as a service. Donc là, vous avez votre fournisseur qui est responsable de toute l'infrastructure physique. Il vous propose donc juste des machines virtuelles, des bases de données, la sécurité et les applications, c'est votre domaine de responsabilité. Et puis on monte, donc après, plateforme as a service. Donc là, on est vraiment responsable que de l'application. Et pour terminer, software as a service, vraiment des applications qu'on utilise tous les jours. Mais ça, on en reviendra un petit peu après. Donc, les quatre modèles de déploiement, pardon. Donc, on va commencer par, on va dire, le moins utilisé, enfin, le moins commun qu'on va utiliser vraiment dans le cloud, c'est le private cloud, enfin le cloud privé. Le cloud privé, on reste sur vraiment des infrastructures dédiées pour une entreprise. C'est vraiment un gros coût. Ça reste flexible, mais au niveau du financement, ça devient vraiment très compliqué. Ensuite, vous avez le public cloud, qui là est vraiment une mutualisation des ressources dans un data center ou plusieurs. Enfin, vraiment une chose assez énorme. On pourrait revenir sur l'élasticité, surtout le prix. On est sur de payer comme ce que seulement on utilise. Donc le community cloud, c'est un peu différent. On va dire que plusieurs entreprises sont dans le même domaine d'expertise. Pour faire plus simple, le gouvernement. Le gouvernement, voilà, il ne faut pas qu'ils aient de données partagées avec des autres entreprises. Donc c'est vraiment un cloud dédié pour eux. Et pour finir, vous avez l'hybrid cloud qui mélange soit du private cloud et du public cloud et ainsi de suite. Par différents systèmes, ça c'est assez simple. Un petit coup d'histoire. Donc les précurseurs, c'était Amazon en 2002. Pour la petite histoire, ils étaient chaque année aux périodes de fête, ils étaient en surcharge, donc ils investissaient énormément dans leur infrastructure. Sauf que le reste de l'année, c'était des ressources inutilisées, donc une grosse perte d'argent pour eux. Donc ils ont mis en place le premier service de stockage avancé au calcul. On va dire, vraiment c'est assez simple, c'est S3. Donc plus de stockage et du calcul, faire simple, pour des sites web. Au début, c'était ça. Ensuite, on a donc Amazon qui vraiment rentre un peu plus profondément dans le sujet avec le C2.
Elastic Compute Cloud. Donc là, c'est vraiment pour tirer parti de toute l'infrastructure et vraiment mutualiser au maximum tout ce qui est application web. Et on entre par après dans le marché, il y a Google App Engine qui est lancé en version bêta, donc maintenant c'est plus Google Cloud Platform. Et pour finir, vous avez Microsoft Azure qui est officiellement commercialisé après leur phase de test interne. Donc on reste vraiment sur les trois plus gros. Alors, un beau petit schéma aussi, beau graphique qui va vous dire à peu près l'avancement du cloud. Pour faire simple, on voit que donc en bleu que c'est en 2016 pour terminer aux prévisions de 2020. Pour faire simple, on double quasiment les capacités des entreprises qui iront vers le cloud. Donc pour moi, ça reste, on va dire, l'avenir. Comme vous pouvez voir, vous avez donc plateforme as a service, SAS, IaaS. Vous avez d'autres services comme le business process pour tout ce qui est business intelligence qui méritent énormément de ressources, enfin ce genre de choses. Alors les principaux fournisseurs, on a le mastodonte Amazon qui a 40% de part de marché. C'est juste pour vous donner une idée à quel point ils sont costauds. En même temps, ils ont 10 ans d'avance quasiment. Et ensuite, vous avez une autre part de gâteau qui est partagée entre Microsoft, IBM et Google qui ont 25% de part de marché. Donc ça, c'est vraiment les plus gros fournisseurs de cloud donc au niveau mondial. Et je voudrais juste revenir sur OVH. Donc OVH qui aussi propose du cloud, sauf qu'ils utilisent une version OpenStack. OpenStack, il faut savoir, c'est la version libre du cloud, de mettre en place une infrastructure cloud. Et c'est le plus gros projet communautaire qui existe à l'heure actuelle. C'est juste pour vous donner une idée. Alors, voilà, on arrive aux outils que vous utilisez tous les jours. Je vais rester sur du basique, donc généralement c'est du SAS. Donc, qu'est-ce qui est utilisé par le cloud? Vous avez donc toutes les applications Google, donc Google Doc, Google Drive, ce genre de choses. Vous avez Office 365. Donc ça, on tire parti du cloud de Azure. Je les ai triés par fournisseur d'accès. Et pour finir, vous avez donc Amazon qui héberge par exemple Netflix, Dropbox, Twitch. Donc vous imaginez que les charges ne sont pas les mêmes tous les jours. Quels avantages à utiliser cloud? Donc ils sont assez multiples. J'ai juste mis les principaux de mon point de vue. Donc tout d'abord, c'est une optimisation des coûts. C'est simple, vous avez besoin que d'un serveur pendant un temps donné. Vous allez payer que ce que vous avez utilisé, c'est-à-dire tout le réseau qui va sortir, rentrer, les besoins de stockage, et pas plus ni moins. C'est vraiment en fonction de ce que vous utilisez. Donc une haute disponibilité du service. Donc ça, on reste dans des data centers, donc vraiment niveau sécurité, haute disponibilité, c'est le cœur de leur métier. Un usage adapté aux besoins, donc comme je disais par rapport au pay as you use, pay as you go, comme vous voulez, et l'élasticité. On va en expliquer un petit peu plus lors de la petite présentation. Et donc les limites, comme c'est externalisé, généralement, il faut au moins une connexion Internet, avec plus ou moins de débit en fonction de ce que vous utilisez. L'intégrité des données, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe à certains niveaux. Et la dépendance envers le fournisseur. On a eu l'expérience il n'y a pas si longtemps avec OVH, où il y a eu un data center qui est tombé. Pendant plusieurs jours, il y a eu plus de connexion. Donc ils ont fait d'abord les plus gros clients et ils sont descendus petit à petit. Et donc la pérennité du service, imaginez vous vous engagez envers un petit fournisseur de cloud. Vous ne savez pas s'il sera encore l'année prochaine. Il faut penser à tout ceci. Alors, un petit exemple avec un site web. Donc on va partir sur une architecture très simple. Vous avez votre serveur web. Juste avant, donc, vous avez un haute disponibilité pour le proxy. Votre serveur web qui discute avec une base MySQL qui est répliquée. Voilà, on fait vraiment des choses que tout le monde fait au plus simple. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Vous avez plein de monde qui arrive. Votre serveur, il marche bien, il supporte bien la charge. Donc pas de souci. Ensuite, donc on a vraiment votre site web, il marche super bien, quoi. Donc c'est la fête, sauf que en fait il supporte plus la charge, ça devient long,
enfin, en clair, vous perdez de l'argent. Donc, si vous configurez bien votre infrastructure et vos déploiements automatiques, vous aurez un deuxième serveur Apache qui va s'instancier, tout simplement. Et donc, le HA proxy qui va pouvoir répartir les recherches sur les deux. Donc là, on est bien. Bon, on continue, hein, toujours plein de monde qui arrive. Ah bah là, ça va vraiment plus. Hein. Donc, pareil, automatiquement, il va me sortir un autre serveur, et on pourra aller comme ça indéfiniment. Sauf que votre serveur, en fait, votre application web, par exemple, elle a marché, c'était un gros buzz, et puis le lendemain, il n'y a plus personne, ou très peu. Bon, automatiquement, ça va s'effacer en gardant votre serveur normal, on va dire, votre serveur basique, pour vraiment économiser les coûts et les optimiser. Donc, on est vraiment sur une architecture basique qui peut être facilement faite. On peut rajouter plein d'autres services après. Donc là, on a rajouté des MySQL, mais généralement, les fournisseurs de cloud, ils peuvent fournir des bases de données en tant que service. Ils peuvent servir donc du stockage, du NoSQL, enfin, vous pouvez vraiment aller très très loin. Donc le but, c'est vraiment d'automatiser son infrastructure au maximum. Pour finir, donc le cloud, il faut aller le voir, on va dire plus quand on parle de infrastructure as a service, de infrastructure comme code. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous soucier de tout ce qui est matériel. On reste vraiment sur du virtuel et ça permet d'automatiser énormément de tâches sans vous soucier du matériel derrière. Alors voici mes quelques sources. Pour ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans les infrastructures cloud, tout ce genre de choses, je conseille vraiment OpenStack. Vous avez des solutions qui se déploient très rapidement sur des VM tout simplement. Vous pouvez même pousser les choses plus loin en faisant plusieurs VM comme si c'était une vraie infrastructure. Donc là, on commence vraiment à devenir des choses plus intéressantes. J'ai un peu comme Antoine aussi, tout ce qui est Pluralsight, vous avez des organisations, des cours sur donc AWS, OpenStack, Microsoft Azure. Vous avez vraiment énormément de choses. Allez aussi à quelques événements. Moi, je suis allé par exemple à l'OpenStack des France il y a 2 ou 3 semaines, où j'ai pu rencontrer des professionnels qui utilisaient du moins OpenStack particulièrement, donc faire un échange avec eux. Et des NIST, le site du NIST pour tout ce qui est les définitions. Par rapport à toutes ces recherches, donc n'hésitez pas à vous regarder les pages LinkedIn. Par rapport aux entreprises spécialisées, ils publient souvent des petits blogs, des newsletters. Vous avez vraiment un panel assez large. Eh bien, merci. Alors moi j'ai une question qui nous vient de la part de Miguelito, l'homme mi-maçon, mi-développeur. Qu'est-ce que tu penses de Scaleway ? De Scaleway. Je la connais pas encore cette solution. Très bien, moi non plus. Donc comme la question vient pas de moi, on n'en saura pas plus. Merci. Je me suis essentiellement concentré sur du AWS et du OpenStack. OpenStack parce que c'était ma première... Oui. Au début, je voulais me lancer en tant que... dans les infrastructures cloud. Et en fait, mon stage va être plus porté sur les applications et la montée en charge. Donc, on va dire au niveau infrastructure as code. Donc, je me suis plus lancé sur de AWS maintenant. Juste comme ça, Joe, Scaleway, c'est une très très grosse boîte dans le cloud et c'est un très gros concurrent où tu peux commander à l'heure ou au service carrément pour toutes tes solutions, que ce soit web ou autre service, quoi. Voilà. Comme toutes les autres. Voilà. Mais celle-là, elle est vraiment très 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 grosse. Je pense qu'elle n'aura pas autant d'avantages que d'autres ou quoi que ce soit. Ils sont à peu près, ils ont toutes les solutions ont à peu près les mêmes services, pour faire simple. Et pour faire simple, à part Amazon qui déploie énormément de services tout le temps, il y a plus d'une centaine de services. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, ils ont 10 ans d'avance. Mais sinon, ils ont tous leurs avantages, quasiment. Et du coup, moi, même question que pour GodDude. C'est quoi le lien avec ta cible PFI ? Donc, comme je disais au début, tout à l'heure, je voulais vraiment aller dans tout ce qui était infrastructure, donc cloud. Après, par rapport aux offres de stage et
ce genre de choses, j'ai dû m'orienter vers plus du DevOps, on va dire. Donc, par exemple, AWS, où on déploie vraiment automatiquement des instances en fonction des charges, en fonction des backups, en fonction de tout ce qu'on veut. Ça correspondait plus à mes envies et à ce que j'allais faire. Et au niveau du rapport qualité-prix avec Microsoft Azure, AWS, c'est qui le meilleur selon toi? Alors là, au niveau qualité-prix, je vais pas trop me mouiller. C'est très compliqué à dire l'avantage et le désavantage de chacun. Je sais que AWS, il reste vraiment pas cher, mais les factures peuvent toujours monter très vite. Donc je pense que ça va être pareil avec Microsoft. C'est en fonction des débits, surtout tout ce qui ressort, en tout cas, qui est externalisé vraiment. Des débits qui ressortent de ton application vers l'extérieur ou quoi que ce soit, ça peut monter extrêmement vite. Pour donner un exemple, donc j'ai discuté avec mon futur maître de stage. Ils avaient ils avaient publié par inadvertance les clés, les identifiants du cloud. En une journée, ils ont eu 20 000 € de frais juste avec un serveur de torrent qui a été publié comme ça sur l'infrastructure. Donc ça peut être très bien pour des startups par exemple qui veulent démarrer ou qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas d'infrastructure. Et pour les grosses infrastructures, bon, ça demande plus de réflexion, mais ça reste aussi très avantageux. J'espère avoir répondu à ta question. Je dirais pas que c'est le top. Moi, je suis obligé de m'y mettre. Obligé. Je me suis mis parce que l'entreprise est certifiée dedans. Donc, j'ai dû vraiment m'orienter dessus. Ils ont beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'ils peuvent fournir. Parce qu'ils ont, comme je disais, ils ont énormément d'avance sur les autres. Donc, ils ont plus d'expertise. Mais vous allez vers une solution OpenStack pour commencer, pour tester vraiment ce que c'est possible de faire, et déjà ça changera déjà beaucoup de choses. Comment tu penses que ça va évoluer au niveau emploi? Parce que du coup, plus on va se diriger vers des solutions hébergées sur le cloud, plus ça va ajouter certains emplois, mais surtout en supprimer d'autres et surtout les centraliser sur les gros fournisseurs de cloud du coup. Alors pour moi, c'est pas vraiment... au niveau emploi, ça va changer les types d'emplois, mais on va dire que tu es dans une entreprise qui utilise donc leur propre serveur et qui externalise tout. Bon, ils vont pas virer tous leurs IT, hein, ça sert à rien. Ils vont vraiment s'orienter vers une autre démarche. Ils vont pas changer de métier, ils vont juste changer la manière de travailler. Donc d'autres comment dire... ils n'ont pas le même domaine, ils n'auront pas exactement le même domaine d'expertise. Mais on arrivera, je pense, plus ou moins à terme à ce genre. Ça va être assez généralisé. Il y aura toujours des personnes qui vont regarder leur propre serveur par la suite. Mais il y aura toujours ça va pas vraiment évoluer. C'est plus vraiment dans les automatismes qui vont changer. Petite question, quels ont été les outils ou les sources que tu as utilisées afin de mener à bien ta veille technologique? Non. Ah si, je l'ai dit. Oui, non, tu as montré tes liens, mais est-ce que tu as utilisé des outils? Des outils comme les newsletters, comme les flux RSS. Oui, je l'ai dit tout à l'heure aussi. J'ai pas dit les flux RSS, mais j'ai dit newsletter, c'était les le événements. mot manquant. Tu as le quintet dans l'ordre, c'est bon. Et beaucoup LinkedIn aussi, quelques ressources communautaires. Et à part ça... N'en fais pas trop. Merci. Bon, plus de questions? Si, une question. On en parlait tout à l'heure ce midi. Je t'avais dit que, en fait, il y a un problème avec le cloud, c'est que les entreprises n'aiment pas ne pas savoir où se trouvent leurs données. Et donc préfèrent tout mettre sur leur serveur, donc passer par Microsoft Exchange, leurs ERP sur leur serveur. Est-ce que tu crois qu'on va passer plus à une version hybride, c'est-à-dire que vraiment les données critiques pour une entreprise vont rester au sein des serveurs et on va externaliser dans le cloud pour d'autres types de services où les données sont moins cruciales pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a un moyen de conjuguer les deux en fait? Avec le cloud hybride, on peut vraiment allier le meilleur des deux. Après,
pareil, donc je disais tout à l'heure quand on était en dehors de la conférence, je disais on a aussi les problèmes de souveraineté des données. Donc ça, c'est vraiment un gros problème actuel. On parle d'Amazon par exemple. Amazon, donc la plupart de leurs data centers, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Donc ça peut poser pas mal de problèmes à ce genre de choses, pour ce genre de choses. Mais normalement, toutes les données qui sont, donc par exemple, les centres de données qui sont en France, on est entre guillemets propriétaire de nos données. Donc après, au niveau sécurité, il faut vraiment voir, il y aura toujours un point d'entrée. C'est toujours au niveau sécuritaire des personnes qui n'ont pas envie d'y aller, les entreprises n'ont pas envie d'y aller parce que justement, ils se disent que c'est accessible par l'extérieur. Mais on a d'autres solutions, telles que, il y a toujours les clés de chiffrement, ce genre de choses. Et au niveau, par contre, la physique des centres de données, c'est extrêmement pointu. Si on prend l'exemple d'Amazon, c'est assez costaud, quoi. Mais ça posera toujours un problème au niveau sécuritaire, quoi qu'il arrive. Mais il y a toujours un moment où c'est un problème sécuritaire. Ok, merci. On a une dernière question. Ah, merde. Bon, on va faire rapide. Oui, concernant le cloud, t'as pas parlé de Alibaba, le concurrent chinois. Alibaba se sont lancés, à ma connaissance, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils commencent vraiment à avoir des solutions assez avancées, mais je me suis pas vraiment orienté du côté du marché chinois, par exemple. C'est vraiment un marché particulier. Mais ils sont voués à exploser quoi qu'il arrive, parce que on sait très bien que, par exemple, les entreprises chinoises ou même le gouvernement chinois vont préférer utiliser un fournisseur local. Donc on sait très bien que ça va vite avancer, quoi. D'autres questions ? Tu as parlé de tes fournisseurs. Sur tes fournisseurs, est-ce qu'il y en a qui sont plus réactifs que d'autres parce qu'aujourd'hui, on attend, si on a une montée en charge de nos serveurs, on veut rapidement pouvoir l'augmenter si on en a besoin ou la redescendre si on a envie. Donc, pas que ça se fasse au bout de 3-4 heures, quoi. Non. Donc, le gros avantage, en fait, quand on utilise par exemple un achat proxy, c'est pouvoir dire que telle machine, à tel moment, elle arrive à telle charge, automatiquement, vraiment automatiquement, donc ça demande quelques secondes, une dizaine de secondes, ça va déployer une nouvelle machine virtuelle et ça va être fait dynamiquement. On rentre vraiment dans les démarches de DevOps de automatiser au maximum. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'infrastructure comme code, as code. Donc c'est vraiment plus simple de déployer des machines. Tu n'as plus besoin de vérifier que ça marche, c'est configuré comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est beaucoup de travail en amont, mais après, une fois que ça marche, c'est vraiment de l'automatisation pure. Donc comme je disais, après, ton instance, il n'y a plus assez de charge pour que tu aies autant d'instances, il va en supprimer jusqu'à temps que tu arrives à une charge normale, on va dire. Mais est-ce que si tu as un forfait avec un fournisseur, en fait, tu vas pas être, tu dis que tu te limites à ça et finalement un jour tu en as besoin de plus d'un seul coup et est-ce qu'en moins d'une heure il est capable de te le fournir, quoi ? C'est élastique, donc en fait tu payes que ce que tu utilises. En fait, par exemple, pour te donner une idée, tu t'inscris sur Amazon. Je prends Amazon parce que c'est le seul vraiment que j'ai vraiment essayé. Tu t'inscris normalement, donc adresse mail, mot de passe, tout ça. Et pour valider ton compte, il te faut ta carte bleue. Parce que, on va dire que tu vas créer tes premières instances. Donc au début, tu as un compte gratuit, on va dire au début, mais bon, à partir d'un moment, tu vas dépasser les ressources, mais tu vas payer que ce que tu utilises. Donc tu peux déployer, si tu veux, même toi en tant qu'étudiant, tu peux déployer 15 000 serveurs si tu as envie. Sauf que je ne te cite pas la facture après. Mais ça se fait quasiment, je ne vais pas dire instantanément, mais c'est en quelques minutes, quoi. Ok, merci. Du coup, on a un peu dépassé. Merci Joe, du coup. Voilà.